t'avais demandé de préparer une démo, alors c'est jamais évident des démos de base de données, hein, mais tu m'as dit que tu t'étais prêté au jeu, donc j'ai Ouais, hâte de voir ça. donc je vais partager mon écran. Je vais juste partager je partage la bonne fenêtre. Est-ce que tu peux voir mon écran maintenant? Ouais, tout à fait, Ouais, c'est en train de s'afficher, c'est bon. très bien. Donc ça, c'est notre service cloud. Donc dans notre service cloud, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des services. Donc je vais montrer à peu près comment est-ce qu'on peut créer un service. On peut choisir éventuellement notre cloud provider. Donc vous pouvez choisir entre AWS, GCP ou Azure. Et dans ces cloud providers, vous allez pouvoir choisir votre région. Donc là, je vais prendre AWS pour l'exemple. On va prendre, vous allez devoir donner un nom à votre service. Donc ici, on va l'appeler démo. Et une fois que vous avez choisi votre service, vous pouvez créer un service. Et qu'est-ce que ça va, on va déployer un service dans le cloud que vous avez sélectionné. Donc je vais retourner sur la page d'accueil. Donc ça, c'est le nouveau service que je viens de créer. J'en ai déjà créé un pour préparer la démo. Donc j'ai appelé Unless Demo. Et en fait, ce service-là donc, est composé de plusieurs. C'est un cluster ClickHouse, donc composé de plusieurs nœuds donc, qui sont distribués sur plusieurs zones de disponibilité donc, pour garantir une haute disponibilité du service. Donc, s'il y a un nœud qui tombe, le service reste actif. Et ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui, j'ai créé un topic Kafka qui va contenir des données dynamiques, des événements qui vont arriver dans mon topic Kafka, qui sont des données, hein, qui ne sont pas des vraies données, mais des données qui sont des données de simulation. Et on va streamer donc, ces données qui sont dans notre topic Kafka vers ClickHouse et ensuite on va les analyser dans par exemple, Grafana. Donc, ce Alors, attends, service, ouais, peut-être petite traduction. Alors, j'avoue, en plus, Kafka, je pense, enfin, je ne suis pas extrêmement familier. Si je me trompe pas, en gros, c'est t'écoutes des messages, c'est ça, c'est via ça. Kafka. Et en fait, quand tu reçois un message, du coup, tu pousses les données que tu as reçues dans ce message dans ta base, c'est ça, dans C'est ta base ça. de données. Donc, ClickHouse en fait va récupérer les données dans ce topic Kafka. Donc, Kafka va stocker ces données dans un topic et ClickHouse va récupérer ces données dans ce topic, les stocker dans la base de données et ensuite on va pouvoir visualiser ça dans Grafana. Ok. Donc, c'est une manière finalement d'ingérer de la donnée dans Oui, ton data warehouse c'est qui est en stream, quoi, plus qu'en batch, par exemple. c'est Enfin, ça. Donc, en fait, c'est souvent ce qu'on va voir. C'est un flow qu'on va voir très, très fréquemment chez nos utilisateurs, hein. Donc, ils vont avoir éventuellement une queue comme Kafka où ils vont pouvoir stocker tous leurs événements et avoir plusieurs consommateurs qui vont pouvoir éventuellement consommer de cette queue en fonction des différentes utilisations qu'ils ont des données. Donc, ils vont par exemple insérer dans leur base de données, mais éventuellement aussi envoyer ces données par exemple, dans une application qui a besoin de processer, éventuellement de transformer ces données et puis ensuite les stocker dans du stockage permanent. Donc, c'est un modèle de données qu'on voit assez fréquemment et que je pensais qu'il était intéressant à montrer pour tout le monde. ouais, Donc, ok. le but, ce qu'il va falloir faire dans ClickHouse, la première chose qu'on va faire, c'est on va créer un data source donc, qui en fait va déployer une infrastructure dans notre cloud avec un consumer qui va pouvoir consommer justement ce topic Kafka. Donc, je vais commencer à créer mon data source. J'ai plusieurs data sources qui sont disponibles. Donc, on a par exemple du Amazon S3. Donc, si vous avez toutes vos données dans du S3, on va pouvoir utiliser ça directement. Ici, on va utiliser Confluent Cloud. Donc, je vais donner un nom à mon intégration. Donc, je vais l'appeler démo. Je vais lui donner une API key que j'ai préalablement copié ici. Et je vais prendre le secret que je vais copier ici. Et ensuite, on va pouvoir choisir, on va falloir spécifier le endpoint de mon cluster, Kafka. Donc, je vais pouvoir le récupérer ici. Donc, je vais récupérer mon endpoint et je vais le mettre ici. Et donc, une fois que j'ai configuré j'ai juste mis mon API key et mon endpoint, je vais pouvoir cliquer sur Incoming Data. Et donc là, il va checker mon cluster Kafka
me montrer les différents topics qui sont disponibles. Donc ici, j'en ai qu'un seul qui est le sample data. Et donc là, il va me montrer des exemples de messages qui sont dans mon topic. Donc là, je vais par exemple avoir un exemple de message qui est celui-ci. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir parser les informations qui viennent de mon topic Kafka. Et donc, ClickPy va me proposer, mon schéma de données pour ma table. Donc, il va me donner deux options, ou bien je veux stocker ces données dans une nouvelle table, ou alors dans une table qui existe déjà. Donc là, je vais choisir une nouvelle table. On va appeler cette table qui va s'appeler Sample Data. Et on va devoir spécifier une sorting key. Qu'est-ce que c'est qu'une sorting key? Donc, qu'est-ce qui va permettre à ClickHouse de donner une vraie faible latence? En fait, ça va être cette sorte qui va en fait trier les données sur disque. C'est-à-dire que quand vos données vont arriver dans ClickHouse, elles vont être triées en mémoire et ensuite elles vont être écrites sur disque en fonction de cet ordre de tri. Et donc en fait, quand vous allez faire vos queries, vous allez faire vos queries principalement avec des conditions dans votre filter clause. Donc, quand vous allez écrire votre query SQL, vous allez mettre where et ensuite vous allez spécifier des conditions. Si cette condition contient cette clé de tri, ben, on va pouvoir justement en fait, récupérer les bonnes données extrêmement rapidement puisque les données sont déjà triées sur disque au moment de l'écriture. Donc là, je vais choisir. Juste si je comprends bien, c'est un peu l'équivalent dans une base de données, enfin, d'un moteur de recherche classique d'un index, C'est mais ça. sauf que là, tu le fais sur finalement la colonne que tu veux et non pas forcément sur une colonne dédiée à indexation ou un truc comme ça, C'est quoi. ça. C'est pas forcément une colonne, ça peut être un ensemble de colonnes, par exemple, ça peut être une clé composite, donc tu peux avoir Ouais. plusieurs colonnes dedans. Exactement, ça va être très similaire à un index. D'ailleurs, on va l'appeler ça l'index primaire, cette clé. Et, elle ne va pas créer un index dense, elle va créer un index qu'on appelle sparse. Donc justement, au lieu en fait d'avoir une entrée pour chaque ligne, il va créer une entrée pour je crois que c'est les 8192 lignes à peu près. Donc ça va permettre d'avoir un index qui soit sparse, donc qui soit moins volumineux. Et en fait, tu vas toujours avoir ces mêmes caractéristiques, hein, vu que tes données sont triées en fonction de cette clé, avoir avoir une entrée pour 8192 lignes, ça te permet en fait de récupérer ce qu'on va appeler une granule, et tu auras juste à analyser cet ensemble de granules qu'on va pouvoir récupérer très rapidement. Donc ici, je vais pouvoir choisir ma clé de tri. Donc je vais choisir par exemple, en général, on veut prendre quelque chose sur lequel on va envoyer des queries de manière assez récurrente, donc avec une faible cardinalité, par exemple item ID. Donc, par exemple, si je veux faire de l'analytique sur comment est-ce que se vendent certains de mes produits, ça va être une bonne clé à utiliser puisqu'elle sera souvent présente dans mes queries. Donc je vais choisir celle-là. Et ensuite, je vais vérifier que toutes mes colonnes sont bien construites. Donc, je vais avoir une colonne adresse, item ID, order ID. Et je vois que order time, par exemple, a été mappé en tant que in64, mais je vais choisir un dead time puisque c'est en fait un dead time. Donc, je vais choisir dead time et je vais pouvoir ensuite finaliser la construction de ma table. Je vais donner des permissions à mon service Kafka. Je vais compléter mon setup. Et donc, il va provisionner du coup ce consumer et va pouvoir commencer à consommer du coup les données de mon service, de mon topic Kafka. Donc, ça va prendre quelques minutes pour déployer donc, ces consumers. En attendant, on peut commencer à regarder au niveau de... ça c'est déjà fait, donc on n'aura même pas le temps. Donc, on a juste à regarder maintenant, on peut vérifier que les données sont bien stocké. Donc, je vais aller dans ma console SQL et on va pouvoir commencer à faire des queries. Donc, je vais pouvoir faire une query qui va s'appeler, on va faire un count, on va vérifier le nombre de données qu'on a dans notre table. Hop. Donc, on a 13 371 événements qui ont été stockés dans ClickHouse. On peut éventuellement regarder à quoi ressemblent les différents événements. Donc là, on va voir que bon, on a pas mal. On a l'item 1 qui a l'air d'être assez fréquemment présent, et on va pouvoir éventuellement construire nos queries SQL. Donc là, je vais faire une petite query très rapidement. Donc on veut, par exemple, compter le nombre d'items qui ont été vendus, et on va les grouper par item. Donc je vais faire un select count item ID, et on va sélectionner de ma table sample data, et on va faire un group by
On va faire un groupe by item ID et order by count. Ah, peut-être une. J'ai oublié le groupe ici. Ok, parfait. Donc maintenant, on peut voir que les items 8, 9, 4, 5 sont très présents. Éventuellement, on veut voir à quoi ça ressemble sur un graphique. On peut cliquer sur Chart ici. On va pouvoir mettre, je veux avoir mon item ID sur mon axe des X et avoir mon count éventuellement sur mon axe des Y. Et donc, on peut voir ici qu'on a certaines distributions. On va pouvoir limiter à, on va dire, 20 pour voir seulement les 20 plus gros produits qui se vendent. Donc on voit que on a un gros gap entre l'item 2 par exemple et l'item 89. Donc ça, on a Ok. pu le créer rapidement. On va pouvoir éventuellement ensuite faire pouvoir rajouter d'autres informations à notre query, hein. On peut faire un sum de order unit par exemple. J'oublie la virgule. Et éventuellement, on va pouvoir ajouter sur le graphe, donc dans l'axe des Y, et là, on va avoir aussi ce graphe qui va être généré. Donc là, en fait, cet outil de visualisation, donc c'est pas très avancé, mais ça nous permet de faire de l'exploration. Et éventuellement, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux m'intégrer avec mes outils de visualisation que mon équipe utilise, hein, de manière récurrente. Donc j'ai configuré mon... Excuse-moi, Melvin, je Ouais, t'interromps juste. Donc là, en fait, cette partie console SQL, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans BigQuery ou Snowflake, c'est-à-dire tu peux parcourir tes tables, tu vois un peu comment elles sont structurées, tu peux faire des requêtes dessus, voir tes résultats, et en gros, ça aide bien pour l'analyse, quand tu veux un peu explorer tes datasets avant de faire des cas d'usage plus industriels, quoi. c'est ça. C'est Ok, ça, donc génial. c'est vraiment pour faire l'exploration plutôt que de faire des choses très avancées. Si vous voulez faire des choses très avancées, ensuite on supporte, enfin, bien sûr, le but d'une base de données, c'est de s'intégrer avec un maximum d'outils externes, donc on va s'intégrer très bien avec du Grafana, avec du Superset, etc. Donc là, par exemple, pour Grafana, on va pouvoir éventuellement créer des visualisations. On va pouvoir choisir notre data source que j'ai configuré auparavant. On va pouvoir mettre notre query. Donc, j'ai récupéré la query que j'ai créée auparavant, ici, hop, et on va pouvoir la mettre ici. Donc, vous pouvez utiliser le query builder ou alors vous pouvez créer votre propre query. Hop, vous pouvez créer votre propre query, on va pouvoir l'exécuter et éventuellement, on va pouvoir choisir une bar chart ici. On va avoir notre visualisation. On va pouvoir ajouter ça à notre dashboard. Et ça, c'est l'outil que toute mon équipe, par exemple, d'analyse, mes data analysts vont utiliser pour générer leur graphique et leur dashboard pour surveiller les ventes en temps réel. Ok. Et donc là, tu parlais de Grafana, Superset. Est-ce que sur de la BI plus traditionnelle, genre Tableau, Click, Power BI, il y a des connecteurs? Est-ce que Oui, ça fonctionne donc également? on se connecte avec Tableau, Power BI aussi. Donc on a une équipe spécialisée à ClickHouse qui va s'occuper de maintenir ces différentes intégrations avec les outils de BI et de visualisation que les gens utilisent. Ok, super. Donc voilà, donc c'était une petite démo pour vous montrer comment est-ce qu'on peut pipeliner des données vers ClickHouse et ensuite éventuellement les visualiser dans Grafana. Génial. Et j'ai une petite question. Est-ce que, enfin, je pose la question parce que justement, l'un des trucs que met en avant les fournisseurs cloud globaux, tu vois, c'est par exemple une intégration à leur machine learning, typiquement. Est-ce que quand tu as des cas d'usage de machine learning que tu veux faire sur ta donnée, comment est-ce que ça se passe? Donc en fait, on va avoir, je dirais, au niveau des scénarios machine learning, data science dans ClickHouse, principalement, on va voir deux scénarios. Le premier, ça va être les gens qui vont faire du vector search. C'est un scénario qui est déjà supporté par ClickHouse. Donc aujourd'hui, on supporte du coup un data type qui s'appelle les vectors, donc où les gens en fait vont pouvoir insérer des vecteurs directement dans ClickHouse, appliquer des fonctions de distance, etc., et récupérer des vecteurs en fonction d'une distance en particulier. On a aussi des index, donc les index Hanoi, pour pouvoir justement faire des recherches approximatives, mais qui sont beaucoup plus rapides.
Donc, on a ces deux supports. Donc ça, c'est pour les gens vraiment qui vont travailler sur des scénarios vecteurs où ils vont déjà faire tout ce qui est embedding du côté applicatif, stocker les embeddings dans ClickHouse, et ensuite faire du matching de vecteurs en temps réel avec ClickHouse. Et on va avoir des gros acteurs qui vont nous utiliser, du type OpenAI, va nous utiliser pour faire de la... Si vous avez entendu parler de cette compagnie. C'est qui vont nous utiliser justement pour ce scénario exact où en fait ils vont stocker plein de vecteurs, des millions de vecteurs embeddés, et ensuite ils vont faire de la comparaison de vecteurs avec un index. Donc ils vont faire un talk dans un de nos meet-up, je crois dans une semaine, je crois, une ou 2 semaines, à San Francisco. Donc, si ça vous intéresse, regardez notre page Meetup et ils vont faire un talk sur comment ils utilisent ClickHouse pour faire du vector search. Le deuxième scénario qu'on va vraiment voir avec ClickHouse, c'est des gens qui vont utiliser ClickHouse en tant que feature store. Donc, typiquement, on va voir beaucoup de compagnies qui vont faire qui vont pousser des publicités en fonction de certaines dimensions de l'utilisateur. Donc en fait, ils vont stocker plein de features dans ClickHouse, et en fait, ils vont utiliser ClickHouse pour faire du online et du offline machine learning job. Donc ils vont avoir leur job qui vont utiliser toutes les features qu'ils vont avoir et qu'ils vont pouvoir récupérer extrêmement rapidement et construire ensuite leurs algorithmes sur les features qui sont stockées dans ClickHouse. Donc c'est vraiment les deux cas d'utilisation qu'on voit très fréquemment quand on parle de machine